Bonjour tout le monde, merci d'être là pour cette présentation. Comme l'a expliqué l'aîné, je suis doctorant au sein de l'équipe Serpico à l'INRIA de Rennes et j'ai travaillé pendant ma thèse à développer des algorithmes pour la segmentation d'images 3D en essayant d'hybrider des approches plutôt deep learning avec des approches plus classiques de Snake ou surface active. Qu'est-ce que c'est? Je vais faire des petits rappels, même si je pense que beaucoup d'entre vous savent. Qu'est-ce que c'est la segmentation? C'est d'essayer d'assigner d'identifier des régions d'intérêt dans une image en les annotant, enfin, en leur assignant par exemple un label ou là, ici, sur les images qu'on a représentées, une couleur pour dire à tel endroit, il y a tel objet qui nous intéresse et de différencier les différents objets qui sont dans les images. Et donc, la méthode sur laquelle j'ai travaillé et que je vais vous présenter a pour but de traiter des images en 3D, qui sont pas simplement des plans, mais des volumes qu'on peut avoir dans l'imagerie biologique avec certains types de microscopes. Par exemple, avec des microscopes de fluorescence, et là, c'est des images de fluorescence qui sont présentées sur cette slide. On va faire, pour introduire un peu le sujet, un petit détour sur comment fonctionnent les méthodes qui traitent pas des images 3D mais des images 2D. Donc la plupart d'entre elles, maintenant, et les méthodes qui fonctionnent le mieux, sont des outils qui sont basés sur le deep learning, avec pour beaucoup des réseaux convolutifs, avec maintenant une exception qui est celle PostSAM, qui utilise les transformers, mais la plupart des réseaux sont basés sur des réseaux de convolution, où en fait, on va utiliser le réseau de neurones pour, à partir d'une image en entrée, prédire des caractéristiques qui vont permettre de reconstruire les masques de segmentation. Les masques, c'est ce qu'on avait sur la ligne du bas là, dans la slide, qui correspond à identifier pour chacun des pixels à quel objet il appartient. Et donc, les algorithmes les plus utilisés par les biologistes, c'est CellPose ou StarDist, qui ont chacun des outils particuliers pour pouvoir reconstruire les masques. CellPose est basé sur la prédiction de gradients dans l'image pour identifier tous les pixels qui appartiennent au même objet. Stardist fonctionne un peu différemment. Le but, c'est de localiser les objets et de les représenter sous forme de polygones. On reviendra un peu plus en détail dessus un peu plus tard. Le problème de ces méthodes, c'est que pour faire une analyse géométrique ou avoir des informations sur les formes qu'on segmente a posteriori, bah, c'est plus compliqué parce que les représentations qu'on a, vu que c'est des masques de segmentation, c'est des représentations qui sont discrètes. Pour avoir par exemple la courbure des objets, ça demande d'utiliser des outils supplémentaires et on ne peut pas l'avoir directement. Alors que pendant longtemps, les gens qui faisaient du traitement d'images biologiques utilisaient des outils qui étaient plus pratiques pour l'analyse géométrique a posteriori, qui sont les contours actifs ou aussi appelés les snakes, et qui fonctionnent de la manière suivante. Donc, j'ai mis l'équation qui permet de représenter en fait une surface paramétrique, mais le plus simple pour le comprendre, c'est de voir l'image qui est en haut à droite. En fait, les points bleus, ça va être les paramètres de notre courbe, et en bougeant un point bleu, ça va déformer le contour. Et le but, c'est de trouver la position des points qui va donner la courbe qui va le mieux décrire un objet. Et donc, pour ça, en fait, ce qui se passe la plupart du temps dans les algorithmes de contour actif, c'est que c'est ce qu'il y a sur l'image en bas à droite. On va avoir un contour qui va être initialisé par soit un algorithme annexe, soit l'utilisateur, un contour grossier, les traits bleus. Et en fait, on va fournir au réseau pardon, pas au réseau, à la méthode, une fonction d'énergie qui va localiser le contour et il va y avoir un processus de raffinement qui va permettre de petit à petit améliorer la position du contour pour correspondre au mieux au contour de l'objet qu'on souhaite segmenter. Et donc, en fait, on a deux approches assez différentes qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, on a dans les modèles de deep learning le fait de pouvoir traiter des objets qui sont parfois, il y a un très grand nombre d'objets dans les images et qui peuvent être densément répartis. Les objets peuvent se toucher les uns les autres et on a des approches qui sont très performantes. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une approche qui fournit un résultat qui est un masque de segmentation, donc qui est discret et qui pose problème pour l'analyse a posteriori. À côté, on a les contours actifs qui sont une représentation continue des objets parce qu'on a une courbe et donc qui facilitent l'analyse géométrique a posteriori, mais qui sont en général designés pour
segmenter un objet unique. En plus, il y a souvent besoin d'une initialisation de la part de l'utilisateur. Et puis, on a des difficultés à traiter des objets qui se touchent. Donc, là, enfin, ce qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que c'est possible d'avoir une méthode qui hybride ces deux univers pour euh, avoir les avantages de chacun. C'est quelque chose qui a déjà été étudié en 2D. C'est un algorithme qui s'appelle Splindist et qui est une variante de Stardist où en fait, dans Stardist, je vous le dis tout à l'heure, le but c'est, ce qu'on voit sur le petit schéma, c'est de localiser les objets. Donc on va trouver le point rouge sur l'image, ça va être ce qui peut correspondre au centre de l'objet et on va le représenter sous forme d'un polygone en donnant les distances aux frontières. Le problème de cette approche, c'est comme on l'a dit, enfin, c'est que déjà à la fin, on va avoir une bitmap, mais enfin une carte de pixels, mais et donc que c'est une représentation discrète, et que en plus, enfin, l'objet n'est pas représenté de manière continue. À côté, la courbe paramétrique des snakes, elle est des contours actifs, elle est totalement continue, et donc c'est plus intéressant. Donc ce que propose Plandy, c'est à la place de prédire les distances au contour, d'essayer de prédire les coordonnées des points de contrôle, les points de contrôle, donc c'est les paramètres, les points bleus de notre courbe paramétrique pour pouvoir prédire pour chacun des objets un contour qui va décrire le mieux possible l'objet sans avoir à fournir soit l'initialisation et faire le processus d'optimisation du snake, mais en obtenant directement les points de contrôle idéaux pour pouvoir décrire les contours de l'objet. En plus de ça, on a un avantage supplémentaire sur Stardist, qui est que Stardist ne peut de par sa représentation, ne représenter que des objets. Enfin, de la manière dont les objets sont représentés, on peut décrire que des objets qui sont au plus star convexes. Donc, sur la petite image, on voit les objets convexes, c'est qu'en prenant deux points, on trace un trait, on restera toujours dans l'objet. Un objet star convexe, c'est qu'il y a un point duquel on peut aller partout. Ça, Stardist peut les représenter. Mais un objet qui n'est pas star convexe, Stardist peut pas le représenter. L'avantage d'une courbe paramétrique, comme celle utilisée dans les snakes, c'est que on va pouvoir représenter n'importe quel objet qui a une topologie sphérique, donc qui est globalement une sphère qu'on va déformer. Donc ça c'est Splendid qui était la version en 2D d'un algorithme qui permettait de d'hybrider à la fois le deep learning parce que c'est un réseau de neurones qui va prédire les paramètres d'une courbe paramétrique normalement utilisée dans les snakes pour pouvoir décrire les objets de façon continue. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'on peut étendre ça à de l'imagerie 3D? La plupart du temps, les modèles qui sont utilisés en 3D fonctionnent de deux manières. Soit on va traiter le volume comme étant une collection d'images 2D, et après on va appliquer un algorithme pour fusionner les segmentations obtenues en 2D avec des modèles qui ont été entraînés sur beaucoup de données. Soit on a des algorithmes qui sont directement faits pour prendre en entrée une image totalement 3D. La difficulté, c'est il faut avoir une base de données annotée en 3D et c'est des choses plus rares que des bases de données en 2D. C'est pour ça que la première option est souvent envisagée. Mais quand on a une méthode qui fonctionne en 3D et qu'on a une base de données annotée, en général, les résultats sont plus probants. Donc, les méthodes qui sont le plus utilisées, à nouveau, on a Cellpose et Stardist, mais là, c'est des versions un peu différentes pour traiter les images en 3D, avec Cellpose qui est globalement une approche qui va traiter les volumes 3D comme des collections d'images 2D pour reconstruire le résultat ensuite. Et puis, on a Stardist qui, là, est une extension de la méthode 2D à quelque chose de complètement 3D, où au lieu de représenter les objets sous forme de polygones, on va les représenter sous forme de polyèdres, et on va prédire la position des, comment dire, des points de notre polyèdre à partir du centre pour représenter les objets. Là encore, le problème, c'est qu'on va avoir une représentation qui n'est pas continue des objets et on va être limité à des objets qui sont star convexes. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est pas possible d'hybrider avec des surfaces actives qui sont, elles, l'extension des snakes, et des contours actifs, mais en 3D, où on va avoir une surface qui va être décrite par des points, comme tout à l'heure, et qui va être petit à petit optimisé pour pouvoir décrire au mieux l'objet. Et en plus de ça, grâce à cette représentation qui est continue, on va pouvoir obtenir des informations comme la courbure locale sur l'objet ou ce genre de choses. Donc à nouveau, on essaye d'hybrider les avantages de chacun des deux mondes qui sont les surfaces actives et le deep learning et d'éliminer les points négatifs. Donc c'est le but de notre algorithme.
que je vous présente aujourd'hui, qu'on a appelé Nagini 3D, qui est en fait l'extension de Splendist qui fonctionne en 2D à la 3D, et donc qui est globalement une variante de Stardist 3D où on représente les objets non plus sous forme de polyèdre, mais sous forme de surface paramétrique. Ce que je vais faire, c'est que, donc, en fait, ce que fait notre réseau, enfin notre modèle, c'est à partir d'une image, on va essayer de localiser tous les objets et de prédire une surface paramétrique qui permet de décrire enfin, chacun des objets dans l'image. Et donc, on allie à la fois la performance du deep learning, le fait de pouvoir gérer un grand nombre d'objets dans les images, de ne pas avoir besoin de donner une initialisation à notre algorithme de surface active, mais on garde la capacité de représentation de notre modélisation qui est la surface active. Je vais vous faire une petite démonstration, hop, de comment fonctionne notre algorithme avant d'aller potentiellement plus dans les détails. Donc, on a fait un plugin à Paris pour que ce soit facile d'utilisation. Et il suffit de drag and drop une image. Je vous expliquerai un peu plus en détail les options. Euh, on drag and drop l'image, on appuie sur segment, et puis normalement, ça prend en fonction de en fonction comment dire, des ressources de votre ordinateur, plus ou moins de temps, mais en quelques dizaines de secondes, voire moins d'une minute, on va avoir le résultat. Et je vais vous montrer les différents, comment dire, sorties que notre algorithme propose. Ok, donc Donc là, j'ai le volume qui est, bah, en fait, comme notre but était de montrer que notre algorithme par rapport à Stardist permet aussi de représenter des objets qui sont pas star convexes et n'importe quel type d'objet qui est d'un seul tenant. C'est un jeu de données qui comprend des objets qui sont en fait des sphères coupées. Et donc, hop, ça c'est la sortie que que l'algorithme fournit, qui est un ensemble de surfaces qui représente chacun des objets qui sont présents dans l'image. En plus de ça, bah, comme souvent pour ce qu'on parle d'autres méthodes, ce qui est utilisé, c'est des masques de segmentation. Bah, pour obtenir le masque de segmentation, on peut juste remplir chacune des surfaces qu'on a obtenues. Et donc là, j'ai le masque de segmentation pour qui correspond à chacune des surfaces qu'on a obtenues juste avant. Ou hop, j'ai les différents objets qui sont segmentés si jamais je l'affiche avec des slices en 2D. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, en fait, le but, c'est de pouvoir calculer des grandeurs d'intérêt. Par exemple, la courbure sur l'image, enfin la courbure sur chacun des objets, et donc je peux superposer, au lieu d'afficher seulement une couleur pour chacun des objets, bah, je peux superposer des grandeurs d'intérêt après sur mes surfaces pour pouvoir avoir une représentation de ce qui m'intéresse. Je vais vous montrer l'exemple un peu tout à l'heure, mais donc là c'était pour faire un petit teasing de enfin qu'est-ce qu'on peut obtenir avec notre algorithme. Maintenant, je vais vous donner un peu plus de détails sur comment ça fonctionne de manière technique, sans forcément aller vraiment dans le moindre détail, mais si vous avez des questions après comme ça, vous pouvez me les poser. Donc, en fait, je vous expliquais que les objets, enfin, sont représentés enfin, sont représentés par des surfaces. Et donc, en fait, en 2D, on avait ce que je vous ai expliqué, les contours paramétriques, où les paramètres, ce sont les points bleus qui permettent de décrire le contour, et en bougeant la position d'un point, on va bouger la forme que le contour va avoir. Bah, en 3D, c'est assez équivalent, même si ça se complexifie un petit peu, mais en fait, on va aussi avoir juste une surface qui va être décrite par des points de contrôle, qui sont là les points verts, et si je bouge un point, bah, ça va modifier la forme de mon contour. Il y a quelques petites spécificités parce qu'en fait, dans l'extension la plus directe de la 2D à la 3D, on peut avoir des formes qui sont ouvertes ou alors qui sont pas forcément complètement lisses. Et donc, si on rajoute un ensemble de contraintes, on garantit d'avoir des formes complètement lisses. Et donc, on a un ensemble de paramètres qui sont les points de contrôle, les points verts, et puis quelques autres qui sont là, par exemple, les flèches vertes, ce sont des tangentes au niveau du pôle nord et du pôle sud de la surface, mais qui permettent, en fait, l'ensemble de ces grandeurs-là caractérise complètement la surface, et c'est ça qu'on va essayer de prédire avec notre réseau de neurones.
Donc tout à l'heure, il y avait le schéma très simplifié de ce qu'on veut obtenir. Donc on a l'image en entrée et puis on veut obtenir la reconstruction de surface. C'est un peu plus compliqué. En fait, la manière dont fonctionne la méthode, c'est que notre réseau de neurones, à partir de l'image, il va prédire une carte de score qui va permettre de localiser les objets. Parce qu'en fait, on voit en bas à droite la carte de score, elle va être haute, enfin, elle va être le plus lumineuse possible au niveau des centres des objets. Et donc après, on va extraire les maximums locaux pour identifier la position des objets. Et en plus, le réseau de neurones, il va prédire en chacune des positions de l'image une surface qui décrirait un objet qui est positionné à cet endroit. Et donc, à partir de des positions qu'on a récupérées, on va reconstruire chacune des surfaces qui a été prédite par le réseau pour former la reconstruction finale. Pour entraîner notre réseau, la difficulté, c'est que, en général, quand on fait de la segmentation, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des masques de segmentation. Et donc, il faut trouver comment, à partir de ces masques, entraîner chacune des caractéristiques de notre réseau qui vont, enfin, et essayer d'évaluer à quel point la prédiction à la fois de la carte de score et des surfaces est pertinente. Et donc, à partir de la vérité terrain, qui est un masque, on va obtenir un masque pour chacun des objets individuellement, et puis on peut construire une carte de score. Pour la carte de score, c'est très basique. On va juste comparer la carte euh, enfin, à une carte vérité terrain. La carte prédite à une carte vérité terrain avec des fonctions très usuelles comme la binary cross entropy. La difficulté, elle réside dans la comparaison de la surface au masque vérité terrain. En fait, pour ça, on va s'inspirer de ce que Splendis faisait en 2D, qui est que le masque vérité terrain, on peut l'échantillonner. Le contour, on peut l'échantillonner aussi. Et puis après, on va comparer chacun des échantillonnages avec des fonctions usuelles, ça consiste à faire un problème d'assignement entre les deux ensembles de points qui ont été segmentés, enfin qui ont été échantillonnés. En 3D, on va faire pareil, même si ça devient un peu plus compliqué. En fait, on va mettre en place des méthodes particulières pour échantillonner euh, enfin, de manière uniforme notre surface, la surface prédite, et puis on va faire pareil avec le masque vérité terrain. On va extraire son contour et puis on va échantillonner pour avoir le même nombre de points. Et puis après, il y a des méthodes qui permettent de comparer ce nombre de points. Rentrer dans les détails là-dessus, je pense pas que ce soit très important. La dernière difficulté qu'il a fallu, à laquelle on a été confronté, c'est que donc le nombre de points de contrôle donc qui décrit une forme, plus il augmente, plus le réseau avait tendance, dans la première version qu'on a fait, à décrire des formes qui étaient dégénérées. Là, c'est la dernière colonne qu'on voit où, pour un nombre de paramètres importants, bah, en fait, notre réseau, il va prédire des formes qui sont pas du tout cohérentes et pas physiquement possibles parce qu'elles se recoupent elles-mêmes alors que ça ne le faisait pas pour des faibles nombres de points. Et donc, en fait, on a dû mettre en place une régularisation qui permettait d'avoir des formes qui étaient complètement, enfin, même avec, qui étaient plausibles, même avec un grand nombre de points et donc de paramètres. Et c'est là où vous avez la plupart des briques qui permettent de décrire comment fonctionne notre algorithme. Donc maintenant, je vais pouvoir vous présenter quelques résultats. Le dernier petit détail que je vous ai pas expliqué, c'est qu'en fait, notre réseau, il prédit des surfaces qui sont des surfaces paramétriques qui sont ce qui est globalement utilisé dans les algorithmes de surface active ou de Snake. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas utiliser ce qui est utilisé dans les Snake, à savoir de faire un processus de raffinement à partir de notre surface qui est prédite par le réseau, si jamais elle n'est pas parfaite, pour vraiment pouvoir matcher au mieux au contour de l'objet. Et donc, rajouter cette dernière petite étape qui est utile, où, en fait, là, l'initialisation de notre snake, ça va être le résultat qui va être fourni par le réseau pour pouvoir améliorer encore plus la segmentation si jamais elle n'est pas optimale à la sortie du réseau. Donc on a ajouté cette option et on voit sur l'image en bas à droite que bah, quand on a notre réseau, il peut parfois prédire des formes qui correspondent pas parfaitement à ce à quoi on s'attend, mais avec une fonction d'énergie bien choisie et en appliquant une étape de raffinement, on optimise drastiquement la segmentation. Pour évaluer notre algorithme dans le premier papier qui a été publié au printemps, on s'est con- on s'est concentré sur deux jeux de données. Un jeu de données réel qui représente des noyaux de cellules osseuses qui sont cultivés sur des supports de différentes géométries.
Donc ça, c'était pour avoir un jeu de données réel dans notre évaluation. Et puis, un jeu de données synthétique qu'on a généré nous-mêmes, qui est celui sur lequel je vous ai montré la petite démo juste avant, qui contient des objets qui sont pas forcément star convexes pour montrer que par rapport à Stardist 3D qui lui est restreint à segmenter que des objets star convexes, notre méthode pouvait segmenter des objets quelle que soit leur géométrie, même s'ils ont même s'ils ont des parties qui sont plutôt concaves. Donc on s'est comparé à pas mal de méthodes, donc en particulier Stardist, mais aussi à des méthodes comme CellPose et à enfin, des méthodes qui traitent enfin, les données complètement en 3D, mais aussi à des méthodes qui utilisent, par exemple, Stardist en 2D et CellPose en 2D et qui agrègent les résultats, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et ce qu'on observe, c'est que sur la courbe en bas à droite, donc pour Bones, la courbe en marron et la courbe en bleu, c'est respectivement Stardist 3D et notre méthode, donc c'est les deux qui performent le mieux. Et ce qu'on observe sur la courbe pour Cap, c'est que les résultats pour Stardist 3D s'effondrent. La courbe marron n'est plus du tout dans celle qui est le plus en haut, parce que plus la courbe se rapproche de 1, plus les résultats sont bons. Stardist s'effondre parce qu'on a la présence d'objets qui sont pas star convexes dans le jeu de données synthétique qu'on a généré. Donc en fait, on a des résultats qui sont enfin, qui sont assez similaires à ce que Stardist 3D fait pour des images euh, qui contiennent des objets assez standards, et quand les objets se complexifient, on a des résultats qui deviennent meilleurs que ce que fait Stardist. Là, je vais vous l'illustrer enfin, plutôt qu'avec des chiffres, avec une représentation, mais en fait, comme Stardist ne peut pas segmenter des objets qui sont non star convexes, bah, ce qu'on observe, c'est que Stardist 3D, c'est la troisième colonne de l'image en haut à gauche, va couper les objets en deux quand il peut pas les représenter, alors que nous, notre méthode peut représenter des objets qui sont non star convexe, et donc on va avoir une segmentation qui est cohérente avec ce qu'on s'attend et ce qu'est la grande trousse, parce que notre méthode n'est pas restreinte à un type d'objet en particulier. En haut à droite, on voit aussi l'effet qu'a l'étape de raffinement sur notre méthode. En fait, on a sur l'image en haut à droite, donc au milieu, c'est la prédiction fournie par notre réseau seul avant l'étape de raffinement, et on voit que les objets ont globalement la bonne forme, mais les parties concaves ne sont pas segmentées hyper correctement. En fait, c'est vraiment l'étape de raffinement qui va permettre d'avoir une segmentation extrêmement précise et de matcher au mieux aux frontières de l'objet. Donc là, j'ai remis, donc ça ce qu'on obtient dans la démo, mais donc euh, là, enfin, la segmentation du volume sous forme de surface avec comment dire, sur le jeu de données CAPS synthétique qu'on a fait, et puis on a tout autre, enfin, on a appliqué notre algorithme à toute autre sorte de volume. Donc à gauche, c'est encore des données synthétiques, mais avec des objets beaucoup plus variés que seulement des objets qui sont enfin qui sont des caps, enfin des sphères coupées comme pour le jeu de données présenté précédemment. Au milieu, c'est donc une image issue de Bones, enfin le jeu de données réel sur lequel on s'est évalué. Et puis à droite, c'est un autre jeu de données 3D qui est utilisé souvent, qui s'appelle Worm, qui correspond à à des images de larves de verse et élégance pour lesquelles les noyaux sont représentés. Donc voilà le genre de résultat qu'on peut obtenir avec notre méthode. Comme je vous l'ai dit aussi, bah, l'avantage, c'est que on peut obtenir des features géométriques euh, en utilisant notre approche. Par exemple, obtenir la courbure locale, et ça fait qu'on peut faire une analyse géométrique a posteriori assez facilement. Là, par exemple, ce qu'on a représenté, c'est juste dans CAPS, on a des objets qui étaient plus ou moins concaves, et en fait, en analysant des grandeurs géométriques comme la courbure locale et le pourcentage de courbure locale qui est concave, bah, on peut clusteriser assez simplement les différents objets qu'on a au sein de notre jeu de données. Ça, c'était un cas assez joué sur notre jeu de données synthétique, mais ça peut par exemple être utilisé sur des jeux de données réels pour séparer des populations d'objets qui sont malades ou des objets sains en fonction de s'ils ont des caractéristiques de forme un peu différentes. Voilà pour la présentation de notre algorithme, donc on a appelé Nagini 3D.
qui est une méthode qui fait de la segmentation entièrement, enfin en traitant le volume 3D entièrement, enfin, directement, sans le couper en tranches, qui représente des objets sous forme de surface paramétrique, donc qui est plus versatile que Stardist sur la quantité d'objets qu'il peut représenter. On obtient des performances du niveau de l'état de l'art pour les différentes expériences qu'on a faites, et puis qui permet une analyse géométrique a posteriori assez simple de par la représentation de forme qui est utilisée. On a donc un GitHub avec le code qui est disponible que vous pouvez utiliser, enfin que vous pouvez utiliser que ce soit pour entraîner ou tester pour tester les modèles entraînés sur des données. Il y a l'article qui décrit la méthode telle qu'elle était enfin dans l'état auquel elle était en fin d'année dernière, donc il manque pour l'instant de certaines mises à jour, mais on prévoit un article plus exhaustif prochainement. Et puis, bah, comme je vous l'ai montré, il y a un plugin Napari qui peut être téléchargé et utilisé pour tester de votre côté. Je vais vous afficher rapidement. Donc, si vous arrivez sur le GitHub de notre page, il s- il ressemble à ça, enfin sur le GitHub de notre méthode, et donc il y a un onglet plugin Napari. Si vous cliquez ici, vous allez avoir un lien vers le GitHub du plugin et comment le télécharger. Donc en fait, c'est vraiment très simple. Si vous créez juste un environnement, quand vous êtes dans un environnement Python, avec une ligne de code, vous allez pouvoir installer à la fois Napari et notre plugin et l'avoir de disponible. Et j'ai fait une archive euh, sur Zenodo dans laquelle il y a, euh, donc si vous l'ouvrez, qui va ressembler à ça, où il y a pour différents jeux de données, à la fois un, comment dire, un dossier qui va contenir les poids et la configuration du modèle qui a été entraîné, et puis une image de test. Je vais vous montrer ça juste après. Donc juste si vous cliquez sur le lien Zenodo ici, qui- vous arrivez ici sur cette page-là qui va vous donner, enfin qui va vous permettre de télécharger tout ça. Et donc, enfin après, si vous lancez Napari, vous allez arriver sur cette interface. Et puis, en fait, pour aller un peu plus précisément dans les boutons qui sont présents, vous avez juste à glisser une image. Si vous en glissez plusieurs, vous avez un menu déroulant qui vous permet de choisir sur quelle image vous voulez appliquer l'algorithme. Vous avez un bouton Choose Directo, enfin, pour choisir le modèle, parce que il faut que vous donniez le chemin vers le dossier qui contient les poids du modèle et le fichier de configuration. Donc, c'est le deuxième champ. Ensuite, bah, en fonction de si vous avez une carte graphique sur votre machine et que vous souhaitez l'utiliser, vous cochez ou pas l'option Use GPU, ce qui va nettement améliorer la vitesse à laquelle les images sont traitées si vous en avez un. Après, en fonction de la taille de la carte graphique que vous avez, sa mémoire, vous n'allez pas forcément pouvoir traiter l'entièreté du volume enfin, en une seule fois. Et donc, c'est pour ça que là, les options tiles, c'est pour séparer l'image. Là, moi, mon volume, il fait 200 par 200 par 200. Donc, en fait, je le coupe en deux sur chaque dimension. Ça fait que l'algorithme va traiter des petits bouts de 100 par 100 par 100 pour, parce que j'ai un GPU qui est pas très gros sur mon PC. Donc, pour pouvoir le traiter entièrement, enfin, pouvoir le traiter entièrement sur ma machine, il faut que je le coupe en petits morceaux. Et donc, après, j'appuie et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en allez, une vingtaine, trentaine de secondes. Moi, j'ai un GPU où j'ai 4 gigas dessus et en une vingtaine de secondes, je vais avoir le résultat qui va être disponible. Après, je pourrais aussi vous le montrer avec les autres images enfin, qui étaient présentes dans la présentation.